Dernier maximum glaciaire, les indices écologiques. Nous travaillons toujours dans le chapitre 1, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées, en vue de ce qui est dit dans le thème 2, c'est-à-dire étudier les climats de la Terre, et comprendre notamment le passé pour agir aujourd'hui et demain. Et bien sûr, ce chapitre 1 et ce thème numéro 2 s'impliquent dans les enjeux contemporains planétaires. Alors les indices écologiques, l'écologie, écosystème, biotope, biocénose, bon, vous connaissez tout ça, hein, on en a déjà parlé. Eh bien, on raisonne dans ces indices écologiques pour essayer de comprendre le dernier maximum glaciaire. Pourquoi ? Pour agir aujourd'hui et agir demain en vue d'essayer de sauver le climat de la Terre qui s'emballe un petit peu trop, même si ce n'est pas encore trop catastrophique. À l'échelle du Quaternaire, les données préhistoriques, géologiques et paléoécologiques attestent l'existence sur la période s'étendant entre moins 120 000 ans et moins 11 000 ans d'une glaciation, c'est-à-dire d'une période de temps où la baisse planétaire des températures conduit à une vaste extension des calottes glaciaires. Nous allons essayer de rassembler et de confronter une diversité d'indices sur le dernier maximum glaciaire et sur le réchauffement de l'Holocène, mégafaune, des peintures rupestres, construction et utilisation de diagrammes polyniques. Il est possible, en s'appuyant sur le principe de l'actualisme et sur des indices faunistiques et polyniques, de reconstituer le climat du dernier maximum glaciaire. Alors, principe de l'actualisme, hein, nous en avons déjà parlé, lorsque l'on avait essayé de trouver les indices géologiques du dernier maximum glaciaire, notamment au niveau des glaciers, on avait parlé des glaciers. Bon, le principe de l'actualisme, ça veut dire que quelque chose se passe maintenant dans un contexte précis. Si on se resitue dans le passé et que l'on a un contexte précis, on déduit qu'il y avait ce quelque chose que l'on avait au départ. Bon, c'est dit un peu simplement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se sert de ce que l'on connaît aujourd'hui pour reconstituer le passé en considérant que les phénomènes étaient les mêmes autrefois. Donc, indice écologique, écosystème, biotope, biocénose. Biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, et le biotope, c'est l'environnement physico-chimique, entre guillemets, qui permet à la biocénose de vivre. Donc, ce sont des paramètres physico-chimiques qui constituent le biotope. Et la biocénose, donc c'est aussi bien les êtres vivants côté plantes que les êtres vivants côté animaux, dont l'homme, évidemment, fait partie. Enfin, ce n'est pas accepté par tout le monde. Bon. Le climat local caractérise certains écosystèmes. Il conditionne le peuplement de la biocénose, c'est-à-dire à la fois de la faune et de la flore, autrement dit les animaux et les plantes. Et si l'on essaie de trouver des indices, on peut en trouver, si on raisonne par rapport aux indices écologiques, si on cherche des indices écologiques, eh bien on peut trouver des indices laissés par la faune et la flore. Le pollen, par exemple, fait partie d'indices laissés par les plantes. Lorsqu'il y a eu des peintures rupestres
que l'on trouve par exemple dans la grotte Chauvet, ou à Lascaux, ou ailleurs. Eh bien, ces représentations graphiques sur les murs des grottes montrent une faune qui était sans doute la faune correspondant à l'instant où l'artiste a conçu, a fabriqué, pas fabriqué, mais a dessiné cette faune. Donc ça veut dire que à l'époque, on peut considérer qu'il y avait ces êtres vivants-là, par exemple ces bisons, les mammouths, etc. Les lions des cavernes, hyènes des cavernes. Bon. Donc ça veut dire que la faune et la flore ont laissé des indices que l'on peut interpréter grâce au principe de l'actualisme comme étant une réalité à l'époque, puisque la même réalité... Alors maintenant évidemment si on parle aujourd'hui de lions des cavernes, il n'y a plus les lions des cavernes aujourd'hui. Ça veut dire que des espèces ont disparu en fait. Mais bon, il y a des corrélations entre ce que l'on considère être comme être dans le passé et aujourd'hui, autour d'aujourd'hui. Donc quels sont ces indices écologiques qui ont été laissés qui permettent d'étudier le maximum glaciaire? Donc nous allons essayer de voir, de raisonner par rapport à la faune, donc par exemple une faune actuelle, et puis essayer de regarder, donc correspondant à ce dernier maximum glaciaire, ce que les hommes du Paléolithique ont représenté. Alors, on ne va pas faire un détail exhaustif évidemment, mais simplement avoir une idée de ce que l'on pourrait trouver, donc au niveau des animaux, des êtres vivants animaux, et puis également côté pollen, le pollen, donc côté plante, essayer de voir ce qui se passe, et puis approfondir en considérant que donc on a des pollens fossiles qui sont des indices du climat du passé. Alors, vous pouvez regarder, donc vous amusez à taper sur les sites de recherche, en fait, la grotte Chauvet. Vous allez pouvoir avoir accès à des animations, vous allez même pouvoir vous promener sur le mur, virtuellement, évidemment. Donc, ça date à peu près de 36 000 ans, ces êtres vivants, donc ces grottes, panneaux de la grotte Chauvet, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, il y a une faune qui a été présente au dernier maximum glaciaire et que les hommes du Paléolithique ont représentée. Donc il y a bien des peintures rupestres françaises qui représentent des animaux qui vivent actuellement dans les steppes froides. Par exemple les rennes, vous pouvez voir des rennes dans un environnement naturel puisqu'ils existent encore aujourd'hui en 2021. Et il y a des indices écologiques qui montrent que certaines peintures et gravures rupestres ne témoignent pas fidèlement de la biodiversité présente à l'époque évidemment, parce que tout n'est pas représenté, mais certains êtres vivants sont représentés et ça veut dire qu'ils étaient bien présents à l'époque. Certaines espèces y sont fortement surreprésentées même, et d'autres ne sont pas du tout figurées. Donc ça veut dire que la biocénose locale ou à plus grande échelle il y a 36 000 ans, et que la grotte Chauvet est censée représenter, eh bien, ça veut dire que cette biocénose n'est pas complète. Mais quelques êtres vivants sont représentés. Et comme ils sont représentés, ça veut dire qu'ils ont existé. Et s'ils ont existé, ça veut bien dire que c'est une réalité, en fin de compte. Donc ce sont bien des indices écologiques que les hommes ont laissés sur place. Alors, concernant ce climat d'il y a 20 000 ans, donc dernier maximum glaciaire, autour de la grotte Chauvet et en Ardèche, donc il y avait un climat, en tout cas, qui était à peu près similaire à celui de la Sibérie actuelle, donc beaucoup plus froid qu'actuellement. Alors, vous pouvez vous amuser, donc, puisque l'on sait que les hommes du Paléolithique ont représenté les parois sur les parois, en tout cas les grottes des animaux qu'ils côtoyaient. Alors il y avait quoi ? Il y avait des mammouths, des cervidés, des bouquetins, des chevaux sauvages, des bisons, des aurochs, etc. Lions des cavernes, hyènes des cavernes, etc.
Et certains de ces animaux ont disparu, mais d'autres existent encore, comme je vous ai dit toujours. Donc dans les grottes du sud de la France, on retrouve bien des peintures de mammifères adaptées à un climat froid et sec et comparables au climat actuel de la Sibérie, si on prend l'exemple des rennes actuelles dans leur environnement naturel. Ils vivent dans un milieu froid et sec. Alors, comme activité pratique, vous pouvez vous amuser à aller sur des sites internet consacrés aux grands sites archéologiques. Vous allez sur le site du ministère de la Culture, donc vous allez trouver un site intéressant, et vous allez pouvoir faire des visites virtuelles de certaines grottes qui datent du Paléolithique. Donc vous allez vous rendre compte par vous-même de la faune de l'époque et de cette beauté représentée sur les parois des grottes, et que donc des artistes ont peint, alors peint c'est un grand mot, mais ont représenté en tout cas grâce à différentes techniques. Donc vous pouvez vous recenser sur plusieurs sites les types d'animaux qui sont représentés, ainsi que l'âge des peintures ou des gravures, puisqu'il y a des méthodes de datation qui permettent de dire c'est à cette époque-là, à peu près, que les fresques ont été reproduites, ou pas reproduites, mais ont été dessinées. Vous pouvez rechercher concernant les animaux qui existent encore, dans quel type d'écosystème ils vivent et à quel climat cela correspond, et donc vous appliquez le principe de l'actualisme pour dire si je vois des rennes aujourd'hui dans tel ou tel environnement, et si je vois des rennes dessinées sur un panneau, je déduis que, en utilisant le principe de l'actualisme, que les rennes du panneau vivaient à l'époque dans le même contexte que les rennes actuelles. Donc vous avez compris, concernant ces indices côté plutôt biocénose. Alors en prenant un exemple, mais il y a bien entendu beaucoup d'autres exemples possibles. Voilà. Maintenant, penchons-nous, alors nous avons vu donc du côté animal, maintenant penchons-nous du côté flore, du côté végétal. Donc il y a certaines méthodes que l'on appelle des méthodes de la palynologie, donc qui étudient les pollens. Simplement l'observation de pollens fossiles nous permet d'apporter des informations quant à l'arbre qui a libéré ces pollens. Bon. Si vous prenez aujourd'hui un peuplier qui libère ses pollens, vous savez que si vous observez le pollen au microscope, vous allez voir qu'il a telle ou telle forme, telle caractéristique. Mais si vous retrouvez profondément à 10 mètres sous le sol une couche où il y a les pollens qui ressemblent aux pollens que vous avez observés et qui correspondent aux pollens actuels, eh bien ça veut bien dire qu'il y a 10 mètres correspondant à un état, à un temps précis, par exemple plusieurs milliers d'années, mais ça voulait dire qu'il y avait aussi des peupliers, par exemple, puisqu'on voit les pollens. Bon, vous avez compris, on peut faire ça pour n'importe quel arbre. Vous regardez, vous recherchez, donc là on cherche par exemple à l'époque 20 000 ans, eh bien tout ce qui a 20 000 ans et qui contient des pollens de telle ou telle espèce, eh bien, signifierait que c'était les arbres que l'on trouve aujourd'hui comme ayant le même pollen. Donc les méthodes de la palynologie sont très intéressantes, sont importantes, permettent d'observer des pollens fossiles et d'identifier différents grains de pollen. Et ces caractéristiques donc, qui rendent les pollens intéressants pour l'étude d'un climat local correspondent bien à leur capacité à très bien se conserver, donc on parle de fossilisation, et la diversité de leurs formes et ornementation les rendent typiques d'une espèce donnée. Ça veut dire que le pollen de telle espèce d'arbre n'est pas le même que le pollen d'une autre espèce. Si vous prenez un charme, par exemple, il aura ces caractéristiques de pollen. Si vous prenez un frêne ou un hêtre, il y aura autant de caractéristiques de pollen. Donc, pollen caractéristique de l'espèce considérée. Alors, donc si vous regardez des pollens fossiles au microscope optique dans un extrait de tourbe, vous pouvez en tirer certaines informations. Déjà, vous voyez les grains de pollen en eux-mêmes. Bon. Les grains de pollen sont recouverts d'une espèce d'enveloppe qui est très résistante et dont la morphologie caractérise chaque espèce. Donc,
Ensuite, ces pollens, évidemment, sont disséminés par le vent, par la pluie, par divers facteurs ou paramètres de l'environnement, et ils peuvent se retrouver piégés dans des sédiments au niveau de lacs, par exemple, ou dans des tourbières, c'est possible aussi. Ou alors ils peuvent être dispersés pour assurer leur rôle également, mais certains se perdent dans différents endroits. Et aujourd'hui, on peut retrouver ces pollens fossilisés en prélevant tout simplement des échantillons de sédiments ou de tourbes ou de tout ce que l'on veut, au niveau lacustre également, donc les couches sous les lacs. Donc ces matériaux s'accumulent à certains endroits depuis des dizaines de milliers d'années, voire beaucoup plus longtemps. Donc, et ces pollens sont toujours capables d'avoir une fonction. Bon, après c'est à réfléchir selon ce que l'on observe, selon ce que l'on a sous les yeux. Comme activité pratique, vous pouvez vous amuser à extraire des grains de pollen conservés dans des tourbières ou dans de la tourbe, dans des fragments lacustres, donc de sédiments lacustres. Vous pouvez les trier et puis vous pouvez colorer les pollens de l'extrait en y ajoutant quelques gouttes, par exemple, d'un colorant. Alors, il y a plusieurs types de colorants. Par exemple, moi, je vous propose la fuchsine, qui est un colorant rose. Donc, vous allez observer au microscope, tout ce qui est rose sera grain de pollen. Et vous pouvez observer une goutte de l'extrait au microscope optique, repérer les pollens fossiles, évidemment, et déterminer les espèces auxquelles appartiennent ces grains de pollen que vous avez repérés, en utilisant une clé d'identification, par exemple celle du logiciel Paléobiome numéro 2. Donc voilà, nous avons vu pour les animaux des indices relatifs au monde animal, des indices relatifs au monde des plantes. Maintenant, on peut essayer d'approfondir un petit peu, donc concernant ces pollens fossiles, en quoi représentent-ils des indices des climats du passé? Alors, les résultats que vous avez pu obtenir dans une carotte de sédiments, deux notions clés en palynologie, en fait, c'est le spectre et les diagrammes polliniques. Voilà. Donc, en parallèle à votre observation de carottes de sédiments, vous allez mettre en place, donc vous allez pouvoir observer les spectres et les diagrammes polliniques. Alors, l'évolution du climat au niveau de différents lacs peut être étudiée ou ailleurs. Bon, par exemple, le lac Dam-Soldingen, sur le diagramme pollinique, vous allez pouvoir, sur Internet, donc, avoir les informations correspondant aux associations végétales typiques de certains biomes, d'une part, et d'autre part, vous allez pouvoir avoir accès au spectre pollinique établi pour deux méthodes différentes dans les sédiments du lac Dam-Soldingen. Et puis vous allez pouvoir, grâce au diagramme pollinique de ce lac, établir les différentes espèces caractéristiques. En fait, vous pouvez voir 7 espèces caractéristiques et déduire les climats. Donc, concernant cette évolution du climat au niveau du lac, alors je ne vais pas répéter à chaque fois, c'est Am-Soldingen, c'est pas facile à prononcer, donc je vais simplement dire le lac. Bon. Donc je disais que l'évolution du climat au niveau du lac peut être représentée au niveau d'un diagramme pollinique dans lequel on observe alors de 20 500 ans BP, donc before present, à 12 500 ans before present, bon je ne vais pas le répéter à chaque fois, les pollens qui prédominent sont Artemisia, c'est l'armoise, et Poacea, c'est-à-dire les graminées. Eh bien, cette association végétale est caractéristique des steppes froides et tempérées, comme vous pouvez le voir sur le diagramme des associations végétales typiques des différents biomes que vous avez pu mettre en avant et dont je vais vous parler maintenant. Donc il y a le froid, le chaud, le sec et l'humide. Alors ces biomes sont répartis selon les paramètres qui règnent dans tel ou tel endroit. Si par exemple vous avez un climat qui est chaud et si vous avez un climat humide, eh bien vous êtes dans une forêt tempérée chaude.
Et dans ces forêts tempérées chaudes, vous allez pouvoir trouver Quercus suber. C'est une plante. Et lorsque le climat est un petit peu moins chaud, mais quand même, donc ça veut dire entre le chaud et le moins chaud, et ensuite le froid, eh bien il y a toute une zone de chaud relatif avec une zone d'humidité relative. Bon, donc ça veut dire que un peu moins chaud, mais quand même humide et moins humide, vous allez avoir les forêts tempérées dans lesquelles vous pouvez trouver, dans l'ordre, donc Castanea, puis Quercus robur, puis Fagus corylus. Et ensuite, à mesure que le climat devient de plus en plus froid, mais toujours humide, vous êtes dans la forêt. Alors, vous êtes passé de la forêt tempérée chaude à la forêt tempérée, puis à la forêt tempérée fraîche, donc il commence à faire froid, avec Abies, l'espèce végétale, et puis vous arrivez dans un climat froid, donc froid et humide, avec une forêt boréale, où vous allez trouver dans l'ordre Abies epinus, et puis ensuite Betula et Alnus. Donc là, vous êtes dans l'humidité et dans le froid. Et si on remonte un petit peu vers le sec, on a une toundra avec ses poacées et cyperacées, donc c'est plutôt donc de humide vers sec, avec un climat plutôt froid. Et si vous allez vers le moins froid, donc le plus chaud, mais toujours de l'humide, enfin, pas humide, mais plutôt sec, eh bien, vous allez avoir des steppes froides et tempérées avec Artemisia et Poacea, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je vais vous réexpliquer le texte après. Et ensuite, si vous allez vers le chaud et le sec, eh bien, vous avez des steppes chaudes avec Fabacées et Acacia. Et puis, si vous avez du sec, et puis que ce soit froid ou chaud, donc vous avez du très sec en fait, vous avez des déserts et semi-déserts avec l'espèce Ephedra. Donc vous voyez que vous avez des associations végétales typiques de différents biomes que l'on peut repérer grâce au pollen. Parce que si on dit que dans les steppes froides et tempérées, il y avait Artemisia et Poacea, c'est parce que l'on a retrouvé les pollens de ces plantes-là, en majorité, et qu'il n'y avait pas les autres. Donc ça veut dire que si vous vous servez également du diagramme pollinique du lac établi pour les 7 espèces caractéristiques, eh bien ça veut dire que vous allez trouver des espèces qui seront Fagus, Betula, Pinus, Poacea, Artemisia, Quercus, Robur et Abies, à mesure que vous approchez en fait de la période actuelle pour aller vers des périodes qui sont beaucoup plus anciennes. Donc ça veut dire que si je reprends, maintenant que vous avez compris les associations végétales typiques des différents biomes et puis les spectres polliniques, alors spectre pollinique, je ne vous en ai pas trop parlé, mais je peux vous en parler maintenant parce que j'ai oublié. Donc vous avez des spectres polliniques, en fait, donc ça veut dire c'est comme un fromage avec différents quartiers et on vous donne les pourcentages des différents pollens que vous avez trouvés. Donc ils sont représentatifs des différents arbres que vous allez trouver puisque vous trouvez ces pollens et que le principe de l'actualisme vous dit que si je trouve ce pollen-là, c'est que ça correspondait à cet arbre-là. Donc on avait par exemple à 3,20 m de profondeur qui correspondait à 1438 années, eh bien vous aviez 33% Alnus, il y avait 28%, alors 22% plutôt Fagus. Donc si vous regardez Alnus, Fagus, vous allez, enfin dans les associations végétales typiques des différents biomes, Alnus, pardon. Alnus, vous le trouvez dans quoi? Eh bien, dans forêt boréale, donc climat froid et humide. Et Alnus, si je regarde, est-ce que je le trouve ailleurs? Je ne le trouve pas ailleurs. Bon, du moins dans le diagramme, dans les différents biomes avec les grains de pollen associés devant moi. Si on regarde ensuite, on a autre pollen. Bon,
quantités assez importantes qui n'ont pas été déterminées. Et puis si on regarde 9% de Corylus, alors si on cherche Corylus, on a dans les forêts tempérées. Donc ça veut dire qu'on avait Alnus, forêt boréale, on avait Corylus, forêt tempérée, et on avait Fagus, forêt tempérée. Donc ça veut dire que, mis à part Alnus que l'on avait trouvé dans les forêts boréales, on trouve dans ces pollens à 3,20 m et correspondant à 1438 années, en fait, on trouve Fagus et Corylus. Ça veut dire qu'on était dans une forêt tempérée. Tempérée, donc ça veut dire entre chaud et froid, plutôt chaud que froid, et entre sec et humide, mais plutôt humide que trop sec. Bon, donc voilà. C'est un exemple que l'on peut, donc spectre pollinique nous donne des informations intéressantes. Et si l'on se situe maintenant dans le spectre pollinique au niveau de ce lac, mais correspondant à 10,75 m de profondeur, soit 13 600 années, donc il y a 13 600 années, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, on trouve 27% de poacées. Et si je regarde dans les associations végétales typiques des différents biomes, donc je cherche poacées, eh bien je trouve ça dans les steppes froides et tempérées. Et non plus dans les forêts tempérées comme précédemment. Donc ça veut dire que on avait ces poacées dans un contexte de steppes froides et tempérées, donc un climat plutôt entre froid et chaud, et plutôt sec que humide. Alors après, tout ça, c'est relatif, évidemment. Quand je vous dis plutôt sec, plutôt humide, il faut avoir le diagramme devant vous pour vous rendre compte. Alors ensuite, deuxième, en quantité, donc la deuxième, c'était 17% d'artémisia, et ça conforte le fait que les poacées qui étaient dans les steppes froides et humides sont bien accompagnées d'artémisia, puisqu'on a trouvé les pollens d'artémisia en deuxième quantité les plus importantes. Et à titre indicatif, ensuite c'était 13%, on avait 13%, on avait les cyperacées. Alors les cyperacées, on trouve ça plutôt dans la toundra. Bon, donc ça veut dire qu'on peut avoir des cyperacées, ça veut peut-être dire que ces steppes froides et tempérées allaient glisser ou glisser tout doucement vers une toundra. Bon, après, à chacun son interprétation. Concernant le diagramme pollinique du lac, donc qui est établi pour les 7 espèces, eh bien, on peut se placer à différentes périodes, donc en années, par exemple, entre 500 et 6500 ans, il y avait Fagus, et entre à peu près, alors, il vaut mieux partir à 20 000 à peu près, donc si on part de 20 000 ans, entre 20 000 ans et puis, alors je me penche parce que le document est petit, entre 20 000 ans et 12 000 ans, il y avait essentiellement des poacées. Alors poacées, on regarde, c'était bien une steppe froide et humide. Ça veut dire qu'il y a 20 000 ans, au niveau du lac d'Amsoldingen, il y avait une steppe froide et humide, puisque l'on a trouvé essentiellement des poacées et que les poacées se trouvent dans les steppes froides et humides. Et puis, conforté, donc conforte entre 20 000 et 12 500 à peu près, on a également Artemisia. Donc ça veut dire qu'on a Artemisia et poacées. On était bien dans un contexte de steppe froide et tempérée il y a entre 20 000 ans et 12 500 ans. Et puis ensuite, se sont mis à pousser les Pinus entre 12 500 et puis on va dire 8 000 ans à peu près, donc Pinus. Et si on regarde Pinus, c'est où? Eh bien, on trouve ça dans la forêt boréale. Donc ça veut dire qu'on glissait tout doucement, on est passé d'une steppe froide et tempérée à une forêt qui était plutôt une forêt boréale, confortée par Bétula, en fait, que l'on trouvait. Bétula, eh bien, on trouve bien ça également dans les forêts boréales. Donc ça veut dire que on avait glissé vers un climat qui était plus, enfin, de steppe froide, évidemment, froide et tempérée, c'était moins froid et moins humide, donc plus sec que les forêts boréales.
Donc ça veut dire qu'on a glissé tout doucement vers au niveau du lac, on a glissé vers ces biomes, en tout cas. Donc de steppe froide et tempérée à forêt boréale. Et puis ensuite, si on vient vers maintenant, en fait, entre, on va dire, 10 500 et 500, et avec Quercus robur. Quercus robur, c'est forêt tempérée, confortée par Abyse. Et Abyse, en fait, Abyse, c'était plutôt forêt boréale. Donc ça veut dire qu'on glissait peut-être d'une forêt boréale vers une forêt tempérée. On peut l'imaginer en tout cas. Mais on avait également Fagus, et là, on est bien dans la forêt tempérée. Donc vous voyez qu'à partir du diagramme polynique, à partir des spectres polyniques et à partir des biomes, on peut raisonner, lorsque l'on a fait des prélèvements de pollen, pour dire, eh bien, l'évolution du climat depuis 20 000 ans jusqu'à maintenant, on était bien dans un climat de steppe froide et tempérée, donc très très froide et tempérée, donc climat glaciaire en fait. Et puis on a glissé tout doucement vers forêt boréale tempérée, puis forêt tempérée, alors fraîche, forêt tempérée fraîche, vers forêt tempérée plutôt chaude en fait. Bon. Donc ça veut dire, si on résume, l'évolution du climat au niveau du lac, eh bien, alors grâce au diagramme polynique, on observe que de 20 500 ans à 12 500 ans, donc les pollens qui prédominaient, c'était Artemisia, donc l'armoise, et puis les poacées, c'est-à-dire les graminées, et cette association végétale est caractéristique des steppes froides et tempérées. On l'a déjà dit, je résume. Et cette période correspond à la fin du dernier maximum glaciaire. Ensuite, entre 12 500 ans et 8 500 ans, on observe une forte présence de pinus, ce sont les pins, et de bétula, ce sont les bouleaux. Et donc cette association végétale est caractéristique des forêts boréales, comme on l'a dit. Et entre 8500, donc à partir de 8500 ans jusqu'à maintenant, eh bien les pollens de Quercus robur, c'est-à-dire le chêne pédonculé, puis Abyse, c'est-à-dire le sapin, puis Fagus, c'est-à-dire le hêtre, apparaissent, et ces pollens indiquent qu'il y avait une forêt tempérée plutôt fraîche, mais on glissait tout doucement vers une forêt tempérée. Donc l'évolution de l'environnement, c'était steppe froide, forêt boréale, puis forêt tempérée. Donc ça veut dire que ça indique qu'il y avait un réchauffement du climat qui devient également plus humide. Donc voilà comment, à partir des pollens, on peut reconstituer, donc à partir de ces indices polliniques, on peut reconstituer les climats en remontant dans le passé. Donc voilà. Donc on a vu qu'il y avait des indices écologiques du dernier maximum glaciaire. Quels indices écologiques? Eh bien on a vu, on a pris des indices avec la faune que l'on a retrouvée sur des grottes ornées, par exemple de la grotte Chauvet, mais il n'y a pas que la grotte Chauvet. Et puis on a trouvé également des indices polliniques, relatifs aux plantes évidemment, c'est ça, le pollen, c'est relatif aux plantes. Donc si on raisonne de manière générale, au niveau des écosystèmes, au niveau de ce que l'on appelle les indices écologiques, eh bien ils nous ont apporté des informations sur le dernier maximum glaciaire. Alors, on a pu reconstituer et comprendre les variations climatiques passées grâce à ces indices. Et donc, on a bien compris qu'au niveau des climats de la Terre, on a pu comprendre le passé et ça va nous aider pour agir aujourd'hui et demain. Et on a bien compris également que ça correspondait à des enjeux contemporains planétaires. Indice écologique du dernier maximum glaciaire. Le cours est terminé. Merci. À bientôt. Je cherche toujours le bouton, j'arrive pas à le trouver.